débute en parlant de frottement. Le frottement, c'est quand deux surfaces s'opposent, donc leur force s'oppose et on perd énormément d'énergie. Vous marchez par terre, vous frottez vos pieds, ça va vous prendre plus d'énergie pour vous rendre jusqu'à un point B puisque vous perdez énormément d'énergie avec vos jambes, le plancher et vos pieds. Pour remédier donc au frottement qui, en ingénierie, cause l'usure des pièces, on va y aller avec le lubrifiant ou encore du roulement. Un lubrifiant, c'est un fluide qui réduit le frottement en favorisant le glissement. Par exemple, on peut parler d'air. L'air va aider à séparer deux surfaces pour qu'elles ne soient plus en contact et qu'elles puissent vaquer indépendamment. Également, on peut parler d'huile. L'huile, on en parle quand vient le temps de mettre de l'huile dans son moteur pour que les pièces glissent, pour pas qu'il y ait de frottement et d'usure. Également, quand on parle d'une porte qui grince. Une porte qui grince, c'est simplement que les pièces frottent ensemble, ça fait un son. Il faut mettre de l'huile pour réduire ce frottement-là. Pour remédier au frottement, on peut également parler de roulement. Si vous avez une charge très lourde, vous pouvez la mettre sur des roulettes et ça va mieux aller pour la déplacer. Pourquoi? Puisque sur le sol, votre charge frotte. Alors, c'est pas gagnant. Sur des roulettes, elle roule et la translation est effectuée avec moins d'énergie. On parle de roulement également quand on parle de chaise à roulettes. Ça prend moins d'énergie reculer une chaise à roulettes que reculer une chaise d'école sur le sol. Les convoyeurs également dans des usines. Tout ça, c'est du roulement pour réduire le frottement. Le frottement, on va l'utiliser davantage en adhérence quand on veut que ce soit aucun glissement qui puisse s'effectuer. Donc, dans des liaisons avec de la colle, avec des clous, avec un rivet, simplement en imbriquant des choses ensemble. Quand on veut pas que ça bouge, on appelle ça de l'adhérence. Dans des systèmes, on en a aussi besoin d'adhérence. Moi, je pense simplement à un mécanisme de courroie-poulie. Il faut que la tension de la courroie soit parfaite pour pas qu'on ait trop de frottement, pour qu'on ait de l'adhérence, donc oui, beaucoup de frottement, et pour pas que ce soit trop lousse, donc simplement assez. Donc, pour jouer sur l'adhérence, on peut jouer sur nos matériaux, donc du caoutchouc, c'est plus adhérent que de la corde, par exemple. On peut également jouer sur la masse ou le poids de ce qu'on utilise. On peut jouer en plus sur la température et l'état de la surface. Si c'est plus rugueux, il y aura plus d'adhérence. On pense à du sel sur la glace en hiver. Ça glisse moins puisque c'est rugueux. Parlons maintenant de nos systèmes. Il y a les systèmes de transformation de mouvement et les systèmes de transmission de mouvement. La différence, c'est qu'en transformation de mouvement, au départ et à la fin, on n'a pas le même mouvement. Donc, souvent, on passe d'une translation à une rotation. Mais la nature, elle n'est jamais la même. Quand on parle de transmission, c'est toujours le même mouvement. Et c'est souvent de la rotation. Rien n'est changé. Dans les deux types de systèmes, par exemple, on a ce qu'on appelle des organes, des particules des systèmes. Donc, ici, comme là, on a besoin de pièces. Et ces pièces-là, c'est ce qu'on va appeler des organes. On a un organe moteur, l'organe qui va donner la première force pour faire avancer le deuxième organe, et le deuxième organe qui reçoit, c'est l'organe récepteur. Parfois, entre les deux, on va avoir un organe intermédiaire. Je pense à la courroie d'un système de courroie-poulie. C'est ce qui va transmettre le mouvement pour qu'on finisse par le recevoir au bout. Comme si je jouais à la corde à linge et que j'envoyais des messages à mon voisin. La corde à linge, c'est l'organe intermédiaire. Les roues de friction. Les roues de friction, c'est deux roues qui entrent en contact et par leur frottement, leur adhérence, puisque c'est un équilibre entre les deux qu'on essaie de trouver, on va avoir un mouvement qui va être issu de là. Parfois, on peut jouer sur la forme des roues de friction. On a des roues de friction coniques qui peuvent changer l'axe de rotation et ça peut donc devenir un avantage. Il faut bien jouer sur l'adhérence et c'est difficile
d'estimer la vitesse de ce système-là. C'est pourquoi on l'utilise un peu moins. Voici le symbole d'une roue de friction. Ensuite, courroie et poulie. C'est deux poulies qui sont reliées par une courroie d'organe intermédiaire. J'en ai parlé tantôt en adhérence. Il faut que la courroie soit assez tendue, mais pas trop, pour bien pouvoir faire bouger les poulies. On peut jouer aussi sur les gorges des poulies pour les changer de forme, pour changer aussi ce que ça va prendre comme force et comme adhérence pour faire bouger les poulies avec simplement la forme de la gorge. C'est fascinant. On peut aussi jouer sur la courroie, donc au lieu de l'avoir directe, on peut l'avoir en 8 pour modifier la direction de la rotation de mes poulies et ça peut à ce moment-là être un avantage, comme dans les rubans correcteurs. Ensuite, on a l'engrenage qui est beaucoup plus précis que les roues de friction puisque c'est des roues dentées. Ces dents-là peuvent également être mises en diagonale, donc on appelle ça une denture hélicoïdale. Et c'est encore plus précis puisque les dents s'imbriquent plus qu'une à la fois. Donc ça permet d'avoir vraiment quelque chose d'intéressant et de calculer la vitesse précisément. On peut jouer ici sur la forme, sur la position pour l'axe et sur la denture. En transmission, on a également la chaîne et la roue dentée. C'est la petite sœur du courroie-poulie, mais en courroie-poulie, c'est moins précis. La chaîne et la roue dentée est beaucoup plus précise, étant donné des dents et des maillons de la chaîne, donc qui vont venir chercher une dent pour bouger. Donc, tout ça pour dire que ces mécanismes-là coûtent quand même cher, puisqu'il faut lubrifier le tout, étant donné le frottement entre les maillons et les dents. Finalement, on a la roue et la vis sans fin. La vis sans fin permet un mouvement infini à cause de sa denture qui est hélicoïdale. Donc, on n'a pas besoin de revenir à l'arrière pour recommencer le mouvement. On peut le faire jusqu'à l'infini. Et c'est ce qui est considéré comme un avantage de ce système. En transformation de mouvement, on a également vis et écrou. Vis et écrou, c'est simplement qu'on tourne une vis et que ça entraîne la translation d'un écrou. Ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas de glissement, mais malheureusement, on a du frottement et ça entraîne l'usure des pièces. Il faut donc, à un moment donné, lubrifier. Assez simple pour ça. Entrons dans quelque chose d'un peu plus complexe. Bielle, manivelle et coulisse. Vous voyez une photo ici. La bielle, c'est la tige rigide qui va relier la coulisse en haut à la manivelle. La coulisse va se faire pousser, va pousser la bielle et la bielle va pousser sur la manivelle. Étant donné que la bielle elle est décentrée par rapport à la manivelle, ça va entraîner une rotation et on va pouvoir tourner le vilebrequin. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça peut aller assez vite. Ce qui est négatif, c'est que c'est quand même pas très direct et qu'il y a un risque de mésentente entre les pièces et ça pourrait créer des bugs. On voit beaucoup ce système-là dans des moteurs des voitures. Ensuite, on a pignon et crémaillère. Pignon et crémaillère, c'est facile, c'est une roue dentée qui roule sur une crémaillère qu'on pourrait dire une roue dentée aplatie, donc c'est droit. Alors, le pignon entre dans les dents de la crémaillère et on y va, on y va, on y va. Pas de glissement, beaucoup de frottement, ça s'use, on a besoin de lubrifiant, mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que c'est très précis. Malheureusement, contrairement à la roue et la vis sans fin, ici on a une fin. Donc lorsqu'on arrive au bout de la crémaillère, il faut reculer. Et c'est parfois pas intéressant dans un système puisque ça nécessite d'être manuel et non automatique. Poursuivons et terminons avec la came et la tige guidée. La came, c'est quelque chose sous une tige qui va tourner pour faire monter la tige. Donc on voit une photo ici, vidéo en mouvement.
Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est simplement que les deux sont en contact. Parfois, on peut mettre un ressort, mais la cam et la tige guidée sont en contact. Lorsque ça monte, ça monte. Et pour modifier la fréquence des montées des translations, on peut jouer sur la forme. Donc, en mettant un triangle, par exemple, au lieu de mettre un ovale, ça peut faire quelque chose d'assez intéressant. L'excentrique aussi est utilisé, c'est une cam de forme ronde, et au lieu de jouer sur la fréquence, dans ce cas-là, on va jouer sur l'amplitude de la translation, en décentrant notre cam, en décentrant notre axe. Si on est plus proche du centre, ben ça va être une petite translation, on est plus loin, une grande translation. Et c'est ce qui conclut la vidéo.